Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Et bonjour et bienvenue pour le coup d'envoi du 103e numéro du Synthé Night Club. Il est 21h pile et nous commençons à l'heure puisque nous n'avons pas eu de bagarre entre chroniqueurs ce soir. Quand je sais pas là, les gens ont pas envie de se battre bizarrement. On commence donc à l'heure et avec un grand sourire puisque on ne change pas les bonnes habitudes. Une défaite contre un petit du championnat, des éléments extrasportifs peu glorieux, 0 point marqué, un début de crise ou en tout cas la résurgence d'une crise qui n'a jamais vraiment disparu. Bienvenue dans l'univers impitoyable de l'AS Saint-Etienne. Mais vous savez quoi ? Malgré cette nouvelle défaite, vous ne regretterez pas de vous être installé devant le live ou la rediff de cette émission, puisque ce soir, nous allons exorciser ensemble le mal du week-end. Nous allons faire un gros point mercato avec Clem, notre spécialiste mercato, puisqu'il y a de nombreux dossiers en cours. Et puis on terminera dans la bonne humeur avec notre petit jeu de cette année qui opposera nos deux chroniqueurs du soir. Et justement, qui sont-ils nos deux chroniqueurs ? À ma gauche, celui que l'on surnomme le taureau de l'Aubrac, 1m70 pour 72 kg. Il utilise la chair de ses adversaires pour préparer son aligot saucisse. Please welcome Hervé Bussière. Et là, c'est le moment où tu dis bonsoir, Hervé. Ah pardon, bonsoir, je suis en retard, j'étais en train de me battre avec moi-même, excuse-moi. Ça va, Hervé ? Salut Ken, ça va ? Salut à tout le monde, bah écoute, ça va. On ne sort pas trop de nos habitudes de supporters stéphanois, donc la routine. Très bien. Et à ma droite, celui qui a gagné le concours de hipster entre lui, Karl et moi, et pourtant il y avait de la concurrence. 1m79 pour 75 kg. Je vous demande d'accueillir le Derby-born, Antoine Chira. Bonsoir Antoine. Salut, comment ça va ? Bah ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien. On pourrait aller encore mieux si on n'était pas dans la même situation que l'an dernier sportivement parlant, mais bon, on va essayer de sourire quand même et d'apporter un peu de bonne humeur. On va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et enfin, pour nous accompagner ce soir, pas de demoiselle en petite tenue qui viendrait au milieu du ring avec des pancartes, mais je vous propose encore mieux. 1m78 pour 70 kg, le charmeur de serpent, le viking moldave, le phare d'Alexandrie, le grand Karl Husso. Bonsoir Karl. N'importe quoi, bonsoir Keun, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Ça va la forme ? Et Karl, par contre, 1m76, c'est quand il est à genoux, non ? Après, il Ouais. Mais je crois qu'il a mytho un petit peu sur ses informations perso que je lui ai demandé. Hein. Peut-être. C'est quoi la vérité, Karl ? Plutôt 1m93 je crois. Ouais, il me semble. Hein. Et du coup 70 kilos, ouais, c'est ça. Oui, que 70 par contre, Ouais. ça bouge pas. Et puis évidemment Clem sera avec nous, comme je vous le disais juste avant, pour le point mercato. Allez, c'est parti, on va parler de SSE Rodez, enfin de Rodez à SSE. Let's go. Active Synthé Night Club, le débrief. Et puis, attendez, avant qu'on commence, bonsoir à vous aussi qui nous écoutez en live ce soir ou qui nous écoutez en rediff sur YouTube ou sur la radio des Verts Active. Bienvenue à tout le monde et bien sûr, vous pouvez faire remonter vos remarques pertinentes dans le chat et Karl est là pour nous les faire parvenir. Messieurs, en quelques mots, je vais vous demander une chose que vous avez aimé dans le match de samedi, si vous avez trouvé quelque chose. Ça peut être le maillot, hein, parce qu'effectivement on avait un très beau maillot. Et puis une chose que vous n'avez pas aimé. Et je vais commencer avec toi Antoine. Alors, une chose que j'ai aimée, c'est la bonne performance de Bouchouari, qui a un peu tout fait l'année dernière, du bon, du très bon, du moyen, du très mauvais. Et là, on a senti que c'était le seul qui arrivait un petit peu à relever la tête dans ce marasme total où on savait pas où l'équipe allait. Lui, il était là, il était présent, il était prêt physiquement. Il a vraiment quelque chose de plus sur cette rencontre-là. Et c'est un petit peu la seule éclaircie dans cette torpeur. Et ce que je n'ai pas aimé, je serais pas loin de dire tout le reste. La défense d'une naïveté sans égale, le manque d'engagement de certains dans l'intensité, le manque d'engagement, le manque d'idées de la part de Batless, la grande interrogation qui règne finalement dans ce début de saison qui ne rime à rien, et cette impression de déjà vu, comme on disait, par rapport à la saison dernière.
Ok, donc Bouchoirie en positif, le reste en négatif. Mon cher Hervé, à toi, je te laisse nous sortir ton plus beau point positif et ton plus beau point négatif de samedi. Alors, pour pas faire de répétition avec Antoine et sur Bouchoirie, ben moi je veux parler de l'Arseneur. Ouais. Il a retardé l'échéance, qui a été comme sur le match face à Grenoble, plutôt très bon, assorti des bons arrêts. Comme face à Grenoble, il a eu un moment un petit trou d'air, là, une petite sortie un peu ratée, mais il sort les arrêts qu'il faut. Même sur le deuxième but qu'on concède, il sort une super parade juste avant. Donc voilà, valeur sur lui aussi sur le début de saison, dans la continuité de ce qu'il a fait depuis qu'il a rejoint la SSE. Et puis, dans ce que je n'ai pas aimé, beaucoup de choses. Mais quand même, dans les tribunes, moi qui ai fait de la boxe pendant 3 ans et demi, j'ai vu 2 ou 3 crochets qui partaient, qui n'étaient pas du tout accompagnés par le haut du corps. Et ça m'a pas plu, quoi. Quand Ouais. on veut le faire, il faut le faire, hein. Il faut le faire comme il faut, quoi. Voilà. Ok. Très bien. Bon, ben messieurs, on va parler quand même de ce match. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est vis-à-vis des choix de Laurent Batles. Donc on sait qu'ils sont soumis à plusieurs contraintes, les blessés, les maladies, les envies de départ, etc. etc. Mais est-ce que vous êtes OK avec le 11 de départ qu'a aligné Laurent Batles? Qui veut commencer à donner son avis sur ce 11? Allez, je m'y jette. Moi, comme la semaine dernière, quand j'ai vu la composition de l'équipe à plat, je m'attendais vraiment à un vrai 4-4-2. Ouais. Là, on a vu que ça a changé un petit peu au cours du match. Mais Apia avait toujours ce rôle un petit peu de piston qui lui va pas forcément très très bien. Donc la compo au départ, moi, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est l'animation qu'en ont fait les joueurs, en fait, quoi. En tout cas, dans le système. Trop d'apathie. On aurait pu mettre n'importe quel 11, n'importe quelle tactique en place. À partir du moment où on a aussi peu de joueurs qui ont envie, encore une fois, on peut faire du 3-5-2, du 4-4-2, du 4-3-3, tout ce qu'on veut. Si les joueurs n'animent pas le système et ne jouent pas les uns pour les autres et n'affichent pas le minimum syndical, à savoir un peu de combativité, de la solidarité, bon, c'est compliqué après d'être content ou mécontent du 11 ou de la tactique, hein. Ouais. Je précise, vous avez un petit sondage en cours dans le chat pour voter pour votre homme du match. Vous avez un petit encart qui s'ouvre en haut du chat, vous pouvez cliquer dessus et voter au sondage de Karl. Antoine, sur le 11 de départ d'ailleurs, là j'ai affiché les notes des chroniqueurs du Saint-Étienne Night Club, j'affiche les notes des supporters parce que en gros on a mis un petit peu deux systèmes sur les notes parce que effectivement ça a pas mal bougé pendant le match. Antoine, ouais, du coup, toi, sur cette compo de départ, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, j'ai été très, très inquiet quand j'ai vu cette compo de départ parce que le système, on s'attendait du coup à que ça se passe du coup plus comme c'est indiqué sur les notes des supporters avec vraiment mon conduit en troisième axial. Et quand on voit Apia et Petro qui ont jamais été très à l'aise les rares fois où ils ont dû jouer dans cette position l'année passée, ça s'est très vite confirmé. En fait, il y avait beaucoup d'hésitation. Petro, il a été très généreux dans ses efforts contrairement à certains. Ça, c'est une qualité qu'on peut jamais lui enlever à Petro depuis qu'il est revenu à Saint-Etienne. Mais par contre, c'est trop, il y a trop d'approximations. C'est pas des joueurs assez fins techniquement pour amener de la dynamique, du dynamisme, pas assez percutant comme Nkunku l'était ou comme Cafaro peut l'être sur le côté droit. Et donc forcément, on se retrouve dans une équipe qui est censée pouvoir exploiter les côtés devoir exploiter les côtés au maximum pour faire fonctionner ce système-là, avec beaucoup de centres parce qu'on a un Sissoko qui est censé être présent dans l'axe, on a un Wadji qui peut être aussi renard des surfaces sur des ballons qui traînent, qui viennent des côtés, et on n'a pas du tout eu ça. On a eu beaucoup de jeux axial, les opportunités sont souvent venues via des cassages de lignes de Bouchoirie. Donc finalement, le système qu'a tenté de mettre en place Batles, l'équipe qui a tenté de mettre en place Batles, ça n'a pas fonctionné du tout, du moins avec ses joueurs. Ça a pu marcher l'année dernière quand ça roulait très très bien avec Cafaro, Nkunku, où il y avait beaucoup de vitesse et de percussion sur les ailes, mais force est de constater qu'avec Apia et Petro, qui sont plutôt des profils de troisième action, on va dire, et ben ça fonctionne pas. Ouais. Karl, le résultat du sondage et un petit peu les premiers retours des supporters là sur ce match.
Oui, donc pour le chat, il n'y a pas photo. Bouchouari est l'homme du match, même si Ok. l'Arseneur a quelques fervents supporters. Et du côté du système et du 11 choisi par Laurent Batles, il y a beaucoup de critiques qui fusent sur le système en lui-même, effectivement. Il y a Albert qui note qu'on a enfin commencé à jouer quand la SSE a joué en 4-4-2 en deuxième mi-temps. Mettre des centraux en piston, pourquoi? Interroge Ju43. Il va falloir arrêter les conneries. La compo en première mi-temps, oui, mais pas en 3-5-2. Trop de défaillances techniques, trop de joueurs perdus ou à la ramasse, note Albert. Nico Saint-Paul, sans déconner, le système est à Liège. Je m'attelle de marquer plus qu'on ne prend de but. Il faudrait avoir une base solide qui permet de construire. Tala qui relativise et qui est plutôt conciliant et qui dit que Batles fait avec ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire pas grand-chose. Deontopou qu'on salue qui nous dit Petro, piston, c'est une hérésie. Il n'est pas capable d'éliminer un mec, c'est pas son poste. Sissoko et Wadji se marchent dessus. Fomba, non, maintenant il faut arrêter. Apia, je n'ai même pas envie de faire un commentaire. Donc voilà, un chat un peu remonté dans l'ensemble. Ouais. Justement, j'ai l'impression qu'il y a la question de la défense qui revient assez régulièrement. Parmi les joueurs alignés dans la charnière de Saint-Etienne, il y avait Batou Binsika. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ses débuts? Là, ça fait donc 2 matchs qu'on le voit sous le maillot vert. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu des débuts de Batou Binsika? Je pense que c'est typiquement le genre de joueur qu'on attendait, comme on l'avait annoncé, un joueur qui est assez solide, qui est très présent dans le duel, assez bon de la tête, il a une bonne lecture du jeu, même si les coups de pied arrêtés, on a quand même toujours du mal sur les coups de pied arrêtés défensifs, on l'a vu sur le premier but de Rodez. Pour l'instant, non pas que je m'en réjouisse de ses premières performances, mais voilà, je m'attendais à un joueur de ce type-là. Et je suis assez rassuré sur ce qu'il pourrait nous apporter durant la saison quand il va s'installer. Si Briançon revient avec un peu plus si Briançon revient, si on revoit un autre système derrière avec, j'espère pas Nadé, mais peut-être plus Petro qui viendrait jouer cette axiale gauche. Voilà, je suis assez rassuré par le joueur que je n'avais que très peu vu jouer. Ouais. Et contrairement à Nadé par exemple qui m'a pas du tout rassuré sur son match, je pense qu'on a. Et c'est pas le coup du mercato, mais c'est un joueur qui va nous faire du bien s'il arrive à s'adapter à ce système à 3 et qu'il arrive à trouver une bonne entente avec ses partenaires en défense. Tu dis que t'as pas été complètement convaincu par Nadé. Hervé, toi, la prestation de Nadé, t'en as pensé quoi? Parce que j'ai vu que c'était assez partagé sur les réseaux sociaux. Il y en a qui saluaient quand même sa bonne première mi-temps, notamment, parce qu'il n'avait pas été titulaire depuis longtemps et qu'il a à peu près tenu la baraque. Moi, Nadé, je l'ai pas trouvé, si catastrophique que ça. Après, bon, on sait que c'est pas le joueur le plus rapide qu'on a dans l'effectif et que Oui, contre non, la ça, Ligue c'est 2, clair. ça c'est pas nouveau. Mais après, effectivement, le gars qui a été quand même bien mis au placard sur la fin de saison dernière quand l'équipe tournait bien. Je trouve que sur au moins la première mi-temps, après on a vu qu'il a un petit peu avalé la trompette assez rapidement en deuxième, mais sur sa première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça. Il nous fait du nadé, c'est-à-dire que le gars passe 3-4 mois au placard, il va nous faire, si besoin, 2-3 matchs plutôt propres, et puis il va nous en refaire derrière 2 catastrophiques qui vont faire qu'il va repartir au placard 2 mois, revenir, et etc., etc. C'est un petit peu la même histoire tout le temps avec Michael Nadé. La complémentarité avec Batou Binsika, pour le coup, j'ai trouvé que les deux étaient quand même assez à l'aise ensemble, sans se connaître encore énormément. Et juste pour rajouter sur Batou Binsika, effectivement, la lecture de jeu et ses sorties de balles, moi je trouve qu'ils sont intéressantes. On n'avait pas vraiment de joueurs capables de ça, en fait, dans un petit périmètre, à trouver la bonne passe. Alors il faut que les partenaires se montrent et demandent la balle, mais il y a eu quelques sorties comme ça dans la surface où sur une passe bien dosée, bien alignée, ça fait du bien d'avoir un joueur voilà, comme ça, qui n'est pas que le monstre physique qu'on aurait pu croire. On sent qu'il a du ballon, qu'il a une bonne lecture de jeu. Donc effectivement, je pense que lui, ça va être la bonne pioche. Ouais. Karl, dans le chat, ça dit quoi par rapport au match de Batou Binsika et de Nadé pour parler de la défense? Mais au niveau de Batou Binsika, si je devais résumer, c'est un commentaire, c'est qu'il est mal entouré, quoi. Ouais. Ça c'est ASSO 71 qui nous le dit, et Jo42 TV nous dit Briançon, Nadé, Petro, ça me fait rire. Tala qui nous dit il a encore beaucoup de repères à trouver avec ses coéquipiers, ce qui est vrai d'ailleurs. Et il y a Pascal qui pose la question, je me demande si c'est une plus-value par rapport à Seydou Sow qui est parti à Strasbourg. Du côté de Nadé, il y a Albert qui nous dit que Nadé n'a pas été le plus mauvais. Correct, il a réussi d'intervention pour Tala.
Nico qui n'est pas forcément d'accord avec Antoine et qui nous dit que Nadé a fait le boulot, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Alba Levert, Nadé est lent et ne sait rien faire avec le ballon, pas le niveau pour jouer en haut du tableau, désolé. Encore faut-il que la SSE dans son ensemble puisse jouer le haut du tableau. On parle d'avoir un autre défenseur central, signale Théon Topou. Si c'est pour avoir du nombre, il faut garder Nadé, c'était pas mal. Nadé, il est bien pour dépanner, mais sans plus. Il est loin d'avoir le niveau du titu régulier, notre outre génial qui rejoint la vie d'Hervé. Voilà. Ok, alors d'ailleurs je précise, hein, on va faire d'ici 5 minutes, on va commencer un gros point mercato où on va parler des dossiers en cours avec Clem, notre spécialiste mercato. J'aimerais bien qu'on revienne aussi sur un autre joueur dans les individualités, messieurs. C'est Thomas Monconduit qui est pas mal bougé sur le terrain, qui joue à plusieurs postes différents et qui est aussi notre vice-capitaine, puisqu'on voit qu'en l'absence de Briançon, c'est lui qui a le brassard. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation de samedi? Mon conduit, je trouve que c'est un joueur qui est intelligent, qui a du ballon, mais qui se retrouve un petit peu limité par ses capacités physiques. Il est pas très épais dans le duel, c'est pas forcément celui qui va le plus. Il a une sacrée caravane quand même. Je le trouve un peu en difficulté dans ce rôle de défenseur central. Je le préfère en milieu de terrain avec quelqu'un d'autre à côté de lui pour que lui puisse organiser un petit peu le jeu de très bas sur le terrain et qu'il y ait un joueur type Fomba qui amène une vraie densité physique pour un peu pallier ça. Mais là, je pense pas qu'on peut espérer grand chose de Saint-Etienne avec un Monconduit qui va jouer le troisième défenseur central toute la saison. C'est vraiment du bricolage et de là à s'imaginer qu'il va poursuivre comme ça serait une hérésie. Et si vraiment ça continue comme ça, je pense qu'on va pouvoir on risque de voir les buts passer parce que il y a quand même pas mal de mecs qui ont de la vitesse en Ligue 2 qui sont capables de faire des grosses différences sur les ballons dans le dos. Et lui, mine de rien, dès que ça commence à courir un petit peu vite, il y a plus personne. Ouais. Hervé, sur Monconduit. Moi, ouais, ce qui m'agace un petit peu, c'est un petit peu des fois dans l'état d'esprit, il va être capable de faire un quart d'heure très très bon où il va vraiment s'arracher, il va aller gratter des ballons, il va tenter de relancer, d'orienter un petit peu le jeu, qu'il soit derrière ou au milieu d'ailleurs. Et puis il y a des moments où à la moindre perte de balle, il va rester par terre, il en fait des caisses, la tête entre les deux mains, les mains sur les hanches. Donc ouais, un peu plus de hargne, un peu plus de C'est notre grinta. Busquets à nous, ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un petit peu pénible parce que du coup, on le dit, si les milieux ne sont pas concernés, la perte du ballon, alors c'est pas souvent lui qui se fait retoquer là-dessus. On a beaucoup plus parlé de Bouchoirie, notamment l'an passé, sur les pertes de balles où il faisait pas forcément les efforts. Là, Monconduit, il est un petit peu tout le temps dans ce registre-là, c'est-à-dire à la moindre perte de balle, je redis, ouais, il en fait des caisses. Donc moi, c'est ça un petit peu qui me dérange avec lui, un petit peu le rythme sénateur à des moments, je trouve, où le gars se fait pas mal à fond, j'ai l'impression. Après, effectivement, techniquement, quand il a la tête à l'endroit, quand il est bien concerné, ça reste un bon joueur pour la SSE et pour la Ligue 2, il n'y a pas de souci là-dessus. La polyvalence, même chose, c'est un petit peu double lame, quoi. C'est-à-dire que c'est bien pour le coach parce qu'il sait que ça peut lui permettre plusieurs toits. Qu'en cas d'absence, il va pouvoir compter sur Monconduit, soit en troisième axial, soit au milieu de terrain. Mais après, il ne faudrait pas que Monconduit devienne un joueur qui est mauvais, pas vraiment mauvais nulle part, mais qui est bon nulle part non plus, quoi. Voilà, c'est un petit peu le risque quand on a les joueurs polyvalents, c'est qu'ils se perdent un petit peu. Qui deviennent un peu moyennasse, un peu comme ce qu'on observe avec l'Aubry finalement. C'est un petit peu la même chose, quoi. Et après, sur l'aspect défensif, je viens juste revenir là-dessus, mais par rapport à Petro, je trouve que Petro, il se fait beaucoup ramasser par les supporters. Petro, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un match plus que correct encore samedi. Il nous sauve grâce à ces fameux tacles qui sont devenus sa spécialité. Il nous sauve au moins 2 fois. Et puis dans l'état d'esprit, lui, pour le coup, c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher grand-chose. Techniquement, quand on le met en piston et qu'il faut qu'il fasse des différences offensives, effectivement, il est très, très limité. Mais en tout cas, lui, pour le coup, reste concerné du début à la fin des matchs. Et il n'ouvre pas le parapluie, justement, par rapport à des changements de poste ou des choses comme ça. Donc, voilà, juste petite parenthèse sur Petro. Je trouve qu'on est un petit peu dur avec lui, quoi. Ouais. Bon, et Bon, on a... Petro,
Ouais, vas-y. Un petit truc sur Petro, je suis complètement d'accord avec ce que disait Hervé sur Petro. Le problème, c'est sa naïveté. Il a du mal à rester consistant sur 90 minutes, à rester concentré sur 90 minutes. Il y a trop de moments où on sent qu'il déconnecte un petit peu du fil du match. Et du coup, malgré l'engagement qu'il met, il arrive pas à être lucide sur 90 minutes. Et par moments, ça peut nous coûter cher, je trouve. Ouais. Je vois une question dans le chat et ça tombe bien parce que je voulais qu'on aborde vite fait et on va s'arrêter là, après on parlera du mercato, de la prestation offensive des Verts. On se souvient que Sissoko est sorti un petit peu sous les sifflets à Geoffroy la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation au-delà du but qu'il met sur penalty? Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation ce week-end? Alors moi, j'ai trouvé qu'il avait raté beaucoup de transitions, qu'il avait raté beaucoup de passes. Malgré tout, pour pouvoir rater beaucoup de passes, il faut avoir eu beaucoup de ballons à négocier. Et moi, sur la première mi-temps, j'ai été agréablement surpris. Je trouvais que sur son positionnement, le fait d'être un petit peu en retrait par rapport à Wadji, de ne pas être sur la même ligne, j'ai trouvé qu'il avait essayé. Alors, il a raté énormément de choses, je le répète, hein. Mais par contre, voilà, physiquement, il n'est pas prêt. Mais je trouve que si physiquement il arrive à s'affûter, et c'est pour ça que Laurent Batles lui donne du temps de jeu aussi, là rapidement sur le début de saison, pour qu'il puisse justement se parfaire la condition physique. Mais j'ai trouvé qu'en remise, dos au but, en point d'appui, il avait essayé des fois de combiner à une touche de balle. Alors je le redis, je le répète, il a raté énormément, beaucoup plus que ce qu'il n'a réussi. Mais par contre, j'ai trouvé que dans l'idée, en tout cas, c'était pas si mal que ça. Ouais. Antoine, tu partages cet avis sur Sissoko? Oui, c'est vrai, je suis plutôt d'accord, on lui est beaucoup tombé dessus. Attaquant, c'est pas un poste facile quand on trouve ses repères dans un nouveau club. Il est attendu au tournant, il vient remplacer numériquement, pas dans le profil, hein, mais numériquement Crasso qui était terriblement important l'an dernier. Là, il a marqué son premier but sur penalty, c'est bien, ça va peut-être lui donner de la confiance. Maintenant, ça serait bien de pouvoir aussi trouver le chemin des filets à Geoffroy Guichard pour vraiment créer une première alchimie avec le public. Ouais. Comme tu le disais, il y a eu des petits sifflets la semaine dernière. Mais bon, ça, on sait ce que c'est, des sifflets dans un stade, ça peut arriver. Ça va pas, je pense pas que c'est ce qui va le déranger dans sa progression. Mais voilà, on sent que c'est un joueur qui a besoin de confiance. On sent que c'est un joueur qui a besoin de trouver des automatismes avec Wadji. À voir comment ça se passe si il décide de l'aligner avec Charbonnier. C'est vraiment un profil qui peut faire beaucoup de dégâts en Ligue 2 parce qu'il crée beaucoup d'espace, il focalise beaucoup de défenseurs et du coup il crée aussi de l'espace autour de lui. On a vu que Wadji a plusieurs fois pu prendre la profondeur grâce à son jeu un petit peu en pivot, grâce à cette capacité qu'il a de monopoliser au moins deux défenseurs par moment. Et je pense qu'il peut. C'est pas quelqu'un qui est très adroit forcément. Il n'est pas très fin techniquement par rapport à ce qu'on a pu avoir avec Crasso l'année dernière. Mais quand même, il a ce sens du jeu qui, s'il vient à devenir décisif, pourrait vraiment nous faire du bien. Ouais, et Et là, clairement, je pensais physiquement où ça pêche pour lui, parce qu'on voit qu'il a 2-3 kilos de trop, pépère. Donc là, on sent vraiment qu'il est empâté encore un petit peu. Il va falloir que ça s'affine un petit peu. Mais faut qu'il fasse je comme pense que le Briançon, qu'il problème- ait une petite gastro et... Ouais, voilà, 6 kilos de moins. Je pense que vraiment, pour l'instant, lui, le problème, je pense, c'est vraiment le côté physique où on voit qu'il est en souffrance quand même. Ouais. Mon cher Karl, sur la prestation de Sissoko, qu'est-ce qui ressort dans le chat? Écoute, sur le ressenti du match de Sissoko, j'aime pas perso, c'est l'avis de Jo42. Albert qui nous pose la question, Sissoko sait-il faire une passe? Alexis qui note que Sissoko et Wadji ont joué 30 minutes dans la même zone, ce qui est peut-être un peu dérangeant. Nico qui nous dit que Sissoko est un bon point d'appui, on verra avec un retour en forme. Jo qui nous dit Sissoko à 2 devant, ça marchera pas, il a toujours joué solo dans sa carrière. C'est un peu la même réflexion que Naples Saint-Étienne. Sissoko, tu le mets ailleurs, mais ça c'est plutôt, je pense, plutôt dans un autre club. Il a déjà claqué 2-3 buts, donc est-ce que le souci vient pas de l'équipe? Mathéo Vert qui nous dit Sissoko a été pas mal, mais le manque de joueurs de côté en piston, c'est flagrant. Peut-être pour alimenter en ballon. Nico Saint-Paul qui nous note qu'il est pas prêt physiquement, et voilà. Ok, et ben si effectivement on a besoin de recruter sur les côtés, je vous propose qu'on passe à la partie mercato, parce que je crois qu'on n'aura pas 1 milliard de choses à dire sur ce Rodez Saint-Etienne qu'on va essayer d'oublier. Nous en tout cas, j'espère que les joueurs et le coach ne l'oublieront pas pour qu'ils puissent ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais nous, on va accueillir Clem, notre spécialiste mercato. Bonsoir Clem. Salut les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bah ouais, on va parler un Salut, petit peu Clem. du mercato, parce qu'il y a eu pas mal
de nouvelles ces derniers jours. Donc on va faire un petit point sur tout ce qui a pu se passer. Parfait. Eh ben écoute, je te propose qu'on commence avec plutôt dans le sens des départs. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur les départs ? Déjà, on va pour les départs se concentrer sur ce qui a été officialisé. Donc le transfert de Seydou Sow, on en avait parlé la semaine dernière. Depuis, ça a été officialisé par son nouveau club, le Racing Club de Strasbourg. Donc il a signé un contrat de 5 ans. Saint-Etienne va toucher environ 3,5 millions d'euros plus un pourcentage à la revente selon RMC. Donc une plutôt belle vente. Et voilà, Seydou Sow quitte la SSE, lui qui est arrivé dès le centre de formation. Donc il ne rentrait pas dans les plans de Batles, qu'il voyait plutôt comme 4e ou 5e dans la hiérarchie. Et le joueur ne se voyait pas passer une saison sur le banc. Ouais. Donc simplement, ça s'est séparé assez logiquement, disons. Antoine, pour toi, grosse. Alors, je demande pas à Karl, qui était amoureux du joueur comme presque autant qu'il était amoureux de Romain Hamouma. Antoine, pour toi, c'est une grosse perte, Seydou Sow, ou c'est un joueur qu'on n'aura pas de mal à remplacer ? Je pense que c'est une sacrée perte parce que quand on regarde un petit peu les résultats qu'on a pu avoir l'année dernière, une première partie de saison, il joue presque pas. Jusqu'à décembre, il n'est pas dans l'effectif, etc. Et quand il revient, ça coïncide presque avec la superbe série qu'on fait en seconde partie de saison. C'était une défense qui marchait, il montait en puissance. Il avait 21 ans, il avait un bel avenir devant lui. C'est sûr que forcément, on dit la SS prend un chèque, on va peut-être pouvoir se renforcer à d'autres postes ou quoi. Mais trouver un bon défenseur central qui aime le club, qui a l'habitude de jouer avec Briançon, avec Petro, qui a prouvé qu'il pouvait progresser en Ligue 2, qu'il pouvait s'installer en Ligue 2 et être un véritable défenseur serein en Ligue 2, c'est pas forcément facile à trouver. Donc forcément que son départ, moi je suis très déçu qu'il soit parti. Je comprends complètement par contre que lui il souhaite monter d'un échelon et il voit le projet de la SS, il se rend peut-être compte que la SS ne va peut-être pas monter cette année. Ouais. Et du coup il a une belle opportunité qu'un club qui a des moyens financiers conséquents, un entraîneur qui est Patrick Vieira, où on va voir ce que ça va donner en Ligue 1 après son échec dans le sud de la France. Mais voilà, je peux comprendre son ambition. Je comprends que la SS n'ait pas pu le retenir, ça c'est autre chose. Est-ce que je comprends que la SS n'ait pas pu le retenir, ça c'est autre chose. Mais oui, on va le regretter, Seydou Sow, c'est sûr et certain. Hervé, toi aussi, c'est un joueur que tu vas regretter ? Oui, parce qu'en plus, même dans le profil, on parlait tout à l'heure du manque de vitesse de la plupart de nos défenseurs. Lui, pour le coup, c'était un petit peu le Folland, Seydou Sow, c'est-à-dire qu'il était capable de partir avec 3 mètres de retard sur le gars dans son dos, et puis finalement d'être au contact et de remonter le terrain. Lui, pour le coup, dans les relances, c'était pas forcément son point fort, mais par contre, il était capable, balle au pied, de transpercer un petit peu. On l'avait vu faire plein de fois l'année dernière, monter jusqu'à la ligne médiane, jusqu'au rang central pour un petit peu décaler. Il l'a même fait une ou deux fois sur le premier match contre Grenoble. Hein. Oui, voilà. Donc c'est vrai que là, c'est un profil qu'on n'a plus, qui va nous manquer. Et puis il y a aussi forcément le côté un petit peu, on va dire, sentimental, romantique, on l'appelle comme on veut. Le fait de voir un jeune joueur formé chez nous qui s'en va, c'est toujours un petit peu embêtant. Quand l'histoire, on a ce petit goût amer de dire que l'histoire a peut-être pas été aussi belle que ce qu'elle aurait pu entre Seydou Sow et la SSE. C'est sûr que ça n'a pas été de tout repos, son histoire à Saint-Étienne. Clem, du coup, donc ça c'était l'officialisation, la première officialisation de départ. Le prochain dossier, c'est un dossier qui n'est pas encore officiel. C'est ça, c'est le dossier Nielsen Kounkou. Qui fait couler beaucoup d'encre pendant ce mercato. Il a fait une très bonne seconde partie de saison. Il a été supervisé par beaucoup de clubs. Il y a Francfort qui est passé à l'attaque, comme vous le savez tous. 2 offres qui ont été repoussées par Saint-Etienne. Alors oui, ça c'est intéressant. On en parlait juste avant de commencer l'émission. Les 2 offres ont été refusées par la Saint-Etienne parce qu'on a vu dans la presse allemande qu'il y avait potentiellement un accord, mais c'est pas le cas. C'est ça. Et il y a eu 2 offres qui ont été repoussées et je ne sais pas tellement pourquoi, mais il y a 3-4 jours, on a lu sur Twitter, dans la presse allemande, comme quoi il y aurait un accord. Et au moment où l'information est sortie, c'était absolument pas le cas. Et à ma connaissance, ce n'est toujours pas le cas. Donc pour l'instant, il n'y aurait pas d'accord pour Nielsen Kounkou. Saint-Étienne veut faire monter les enchères. Et je précise que Clem est bien informé, donc là-dessus, vous pouvez complètement lui faire confiance. Oui, c'est des informations peuple vert. Je pense qu'on a pas mal fait nos preuves sur ce mercato. Batu Benzica, Sissoko, Terry Elana pour la réserve, la prolongation de Charbonnier, le départ de Pintor. Donc on est assez sûr de ce qu'on sort. Et là, selon nous, il n'y a pas d'accord
pour Nielsen Kunku. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas partir. Juste pour l'instant, les deux clubs ne sont pas parvenus à se mettre sur la même longueur d'onde. Donc on verra comment ça va se terminer. Mais en tout cas, c'est un dossier qui semble difficilement tenable parce que le joueur veut absolument partir. On l'a vu avec son interview. La semaine dernière, il était présent à l'entraînement ouvert au public, mais selon nos informations, il a raté au moins une séance dans la semaine. Donc il n'était pas présent à tous les entraînements. La raison, on l'a pas, mais en tout cas, il y a un jour où il s'était pas entraîné et il ne veut pas jouer les matchs. Le match de Rodez comme le match de Grenoble. On a vu Bouchoirie qui est revenu au même moment que lui. Lui a joué les deux matchs et Nkunku, lui, ne veut pas jouer. Donc c'est une situation qui n'est pas positive pour grand monde selon moi et qui paraît difficilement tenable. Mais on verra bien comment ça va se terminer. Bon, là, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. J'en ai parlé lors du premier match de la saison avec des supporters. J'ai l'impression qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde. On est d'accord, Hervé, s'il veut partir, faut le laisser partir. Et là, le timing, c'est peut-être plus pour faire monter les enchères. Bon, je pense qu'il y a de ça, c'est de faire monter les enchères un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Claude Puel à l'époque avec Fofana, qui était un petit peu on était sur le même cas de figure, hein, c'est-à-dire que le joueur avait clairement exprimé son envie de départ, il refusait de jouer, même si lui avait fait quelques matchs au tout début, je crois bien. Et puis c'est vrai que derrière, il y avait eu une offre astronomique. Alors on n'aura pas la même, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, peut-être que c'est... De toute façon, c'est la seule justification à bloquer, à refuser les offres, c'est espérer toucher encore un petit peu plus que les 2 premières offres qui ont été formulées. Et après, le joueur veut partir. Bon, voilà, on sait très bien comment ça se passe. Il y aura des blessures diplomatiques s'il venait à rester. Enfin, voilà, personne ne sort gagnant de ce genre de bras de fer, quoi. Et en plus, pour le coup, qui partent, puisque moi, spécial dédicace au Cowboy, j'ai la même interrogation que lui quant au réel niveau de Nielsen Kunku et quant à sa réelle capacité de faire une longue et belle carrière. C'est sûr qu'on a peut-être eu la meilleure version de Nkunku de sa carrière potentiellement. En tout cas, de sa jeune carrière, ouais. C'est sûr. Après, voilà, je lui souhaite de réussir, je m'en fous, mais je ne suis pas persuadé du tout. Ouais. Les dossiers suivants de départ potentiel, et bien sûr on va parler de qui sera le probable, on va dire, remplaçant de Nielsen Kunku à gauche juste après. Mais toujours dans le sens des départs, Clem. Oui, on va aller vite, mais il y a tous les joueurs qui sont susceptibles de partir depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire Michael Nadé qui avait des touches en Belgique, mais pour l'instant tout est un peu en stand-by, une touche en Suisse aussi d'ailleurs. Il y a Rivera qui pourrait partir en prêt, Mouton également, Saban également, Bakayoko, donc le club cherche à se libérer, pourquoi pas le libérer avec un pourcentage à la revente. Donc voilà, c'est 5 joueurs notamment qui pourraient partir. Et aussi 2 points sur 2 autres joueurs. Mouefek, nos informations de la semaine dernière ont été confirmées par le Progrès. Ouais. C'est-à-dire que l'offre de prolongation, qui selon nous était un peu inférieure à 20 000 euros brut mensuel, il l'a refusée parce qu'elle ne lui convient pas. Le Progrès a également ajouté que Romeyer suivait de près le dossier. Et on imagine bien que Romeyer, souvent très attaché aux joueurs formés au club, verrait d'un très mauvais œil le départ de Mouefek. Et autre dossier également, Bouchoirie, qui plaît à beaucoup de formations, qui souhaiterait potentiellement partir. Mais pour l'instant, rien n'a fuité concernant une potentielle offre. Donc voilà, il y a tous ces joueurs-là qui pourraient éventuellement partir également. Mais pour l'instant, moins concret qu'un Nielsen Kunku, par exemple. Pardon. Ouais. Antoine, sur le dossier, je pense que sur Bouchoirie, on sera à peu près tous d'accord que ce serait un peu triste de le voir partir. Mouefek, je sais que ça divise un peu plus. Qu'est-ce que tu penses du dossier Mouefek ? Est-ce que tu penses que c'est un joueur qu'il faut laisser partir parce qu'il a, un peu comme Saïd Ousso, il n'a pas l'opportunité de vraiment se montrer à Saint-Étienne ? Est-ce que tu penses que c'est un joueur qui, au contraire, il faut absolument qu'on mise dessus et qu'on fasse les efforts nécessaires pour le garder ? T'en penses quoi du dossier Mouefek ?
Alors moi je suis un grand partisan de Mouefek, hein. C'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'ai toujours trouvé très important, c'est un joueur particulier en fait. Il est comme, on n'a pas de joueur comme lui dans l'effectif. On n'a pas de joueur qui a cette qualité physique, qui sait récupérer des ballons, qui sait casser des lignes, qui sait avancer avec le ballon. Il manque, il a pas par contre encore il tente pas assez sa chance. Ça c'est le seul petit truc qui manque à son jeu, mais il sait faire beaucoup de choses. Bien sûr qu'il a ses pépins physiques, pardon, mais quand il joue, il est toujours bon. Moi, je trouve qu'il est toujours bon. Il fait toujours des bonnes entrées. Je vais me reprendre parce que c'est vrai que son entrée face à Rodez ce week-end, il a été transparent, mais généralement, il fait toujours des différences. Et contrairement à Saïd Ousso, qui lui a semblé vraiment vouloir pousser pour un départ, j'ai l'impression que Mouefek, lui, il est prêt à rester. Si le club fait un effort financier pour le prolonger, je pense que le club va faire cet effort financier parce que il est trop important dans cet effectif-là. On a beaucoup de joueurs qui manquent de personnalité. Je vais un peu lui tirer dessus, mais Victor Lobry, c'est un joueur qui manque de personnalité sur le terrain. On a un peu l'impression que c'est un football récité. Il prend le ballon à gauche pour aller à droite, etc. Il n'y a pas de créativité dans son jeu. Et on manque de joueurs avec cette créativité là, des joueurs qui n'ont pas peur de tenter, et lui en fait partie. Donc, vraiment, c'est un dossier très important, je pense, pour cette saison. Karl, qu'est-ce que ça dit sur Mouefek dans le chat? Mais Mouefek, le chat a comme beaucoup de supporters dans l'ensemble une affection particulière pour Mouefek, mais pointe quand même ces nombreuses blessures récurrentes. Il y a Albert qui nous dit quand même que Mouefek peut devenir un joueur cadre de la SSE. Alba qui nous dit Mouefek est un super joueur, mais trop souvent blessé, c'est dommage. Trop de blessures par contre pour Mouefek, le problème il est là. Mouefek est trop fort, très fragile, il veut pas rester, quel dommage. Mouefek sous prétexte qu'il est formé au club, on doit l'exploiter, pose Vincent à SSE comme question. S'il veut partir, au revoir. Et puis il y en a qui rêvent de voir un milieu Mouefek Bouchouari plus un 10, ça serait parfait pour la saison. Ça c'est Jo 42. Voilà. Un 10 du genre Dylan Chambaud? Je suis pas sûr. Pourquoi tu rigoles? Salaud. Ok, très bien. Bon, oui, Hervé, tu veux rajouter un truc? Non, c'était pas moi, mais Antoine pareil, sur Mouefek, on sait, il amène de la percussion, un bon état d'esprit, la bonne grinta, comme je disais, qui manque à certaines dans l'équipe, et encore une fois, le côté un peu sentimental du joueur formé au club. Donc là, ça serait vraiment une grosse déception de le voir partir, parce que là aussi, ça serait une histoire bâclée, quoi. Ouais. Laurent Baclé. Voilà. Clem, je te laisse passer du coup au dossier des arrivées, puisqu'on a parlé de Nielsen Koutkou qui devrait partir. Qui est-ce qu'on va mettre à gauche? Je rebondis juste vite fait avant sur un commentaire qui a été fait dans le chat. À la base, Mouefek il ne veut pas partir. S'il y a une offre qui est à peu près à la hauteur de ses attentes au niveau de la prolongation, lui, il restera normalement. À la base, il souhaite vraiment prolonger. C'est une question d'offre qui ne lui convient pas. Mais son souhait, c'est de rester. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, sur les arrivées, le remplaçant de Nkunku, donc je pense que tout le monde a vu l'info, ça devrait être Mermoud Benteg, qui joue au Raja Casablanca, donc latéral gauche, 23 ans, un profil visiblement plus porté vers l'offensif. Donc Saint-Etienne a activé la clause libératoire qu'il y avait dans son contrat, environ 600 000 €. Selon nos informations, Saint-Etienne a également trouvé un accord avec le joueur sur son futur contrat. Le joueur a refusé une offre d'Arabie Saoudite pour venir, qui proposait plus que la clause libératoire. Donc son club avait poussé pour l'envoyer en Arabie Saoudite, mais lui ne voulait pas parce que ça ne correspondait pas à son projet de carrière et qui veut rejoindre à terme la sélection A du Maroc et qui se doute bien qu'il aura plus de chances d'y parvenir en arrivant en France que d'aller en Arabie Saoudite à son âge. En plus, il sera donc avec son coéquipier potentiel Benjamin Bouchouari. Exactement. Donc voilà, le joueur voulait venir, tout s'est fait assez rapidement et maintenant, comme on en a parlé hier dans notre article hier soir, il est dans l'attente de son visa qui n'est toujours pas arrivé ce lundi. Donc on ne sait pas tellement quand est-ce que ça va arriver. Mais en tout cas, quand il aura le visa, il s'envolera pour la France, il passera à sa visite médicale. Et si tout se passe bien, sauf un probable retournement de situation, il signera avec les Verts. Donc on semble tenir quasiment le potentiel remplaçant de Nkunku. Ok. Voilà.
Et si tu devais faire un pronostic, tu penses qu'il arriverait plutôt cette semaine, semaine prochaine? Je sais que là, on n'est pas sur des infos, on est plus sur un prono, mais... Vu comment c'est parti, j'ai du mal à penser qu'il va être forcément disponible pour ce week-end. Après, je peux me tromper, mais normalement, oui, ça quand même. Enfin, si la SSE fait les choses correctement, qu'il y a une certaine pression qui est mise pour que ça se fasse vite, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas dans les prochains jours, hein. On n'est pas censé attendre 2 semaines comme pour un citoyen lambda, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, si les choses sont faites correctement, c'est censé se faire plutôt rapidement. Après, de là à le voir dès ce week-end, je suis pas sûr. Mais encore une fois, oui, c'est pas une info. Ok. Ensuite, au niveau des arrivées, est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Alors, on a eu 2 petites infos qui sont tombées aujourd'hui. C'est Johan Kathleen, l'ailier de Lorient. Saint-Saint-Sainté était dessus. Et selon Ouest France, le joueur a refusé la SSE. On parlait plutôt d'un prêt pour lui, hein. Et il a refusé la SSE et il pourrait s'engager aux Pays-Bas avec Almer City. Donc, une piste à oublier normalement. Et autre dossier qui, lui, n'avait pas filtré, selon nos informations, on s'est renseigné sur Zinedine Ferhat, qui joue maintenant en Turquie à Alanyaspor, si je ne dis pas de bêtises. Mais le dossier n'ira pas au bout pour différentes raisons, notamment son salaire qui est bien trop conséquent pour nous. Donc voilà, mais on s'est quand même renseigné. L'agent, c'est le même que Fomba et Pintor, c'est un ami au club. Donc voilà, ça peut peut-être expliquer certaines choses. Mais en tout cas, le dossier n'ira pas au bout, mais on s'est bien renseigné. Voilà, pour Zinedine Ferhat. Et je vois dans le chat quelqu'un qui pose une question sur Mchangama. Mchangama, alors je n'ai pas posé la question depuis 4-5 jours, mais il y a 4-5 jours, il n'y avait aucun contact entre Mchangama et la SSE. Et sa situation est assez compliquée à Auxerre, il pourrait résilier. En tout cas, Auxerre n'a pas l'air de compter franchement dessus, pour des raisons assez obscures, mais il semble qu'il devrait partir durant ce mercato estival. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, il n'y avait pas de contact entre la SSE et Mchangama. Ok, eh ben merci bien. Hervé, par rapport à ce que tu as entendu là sur les potentielles arrivées, les potentiels départs, quelle est selon toi la priorité en termes d'arrivée? Il nous reste à peu près une quinzaine de jours de mercato. A priori, le côté gauche, ça devrait être comblé. Qui est-ce qu'on devrait recruter comme poste en priorité pour toi? Alors déjà sur le piston gauche, si c'est qu'une histoire de visa et de passeport, historiquement le club sait très très bien faire ça, donc je n'ai pas de doute que ça va se faire vite et bien. Mais plus sérieusement, non, je pense que l'animation offensive, on a un vrai souci parce que Bouchoirie, effectivement, on est en train de se dire tiens, on pourrait peut-être le mettre en 10, etc. Bouchoirie, bon, il va manquer un petit peu d'épaisseur physique, je trouve, moi, si on le met un petit peu plus haut aussi sur le terrain. Même si sur le match de Rodez, il a pris sa chance, je pense qu'il a plus frappé dans le match de Rodez que sur toute la saison dernière. Donc peut-être que ça pourrait être la solution, mais je pense un 10 pour pouvoir alimenter un duo d'attaquants et pas être obligé de faire reculer Sissoko qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas encore la technique et la condition physique de toute façon pour réussir ces choses-là. Mais ouais, dans l'ordre, le piston gauche, un joueur à vocation offensive, un peu numéro 10. Pour moi, c'est voilà, les deux priorités, vraiment. Ouais. Antoine, toi, la priorité de cette fin de mercato, ce serait qui? Un petit attaquant le 30 août à 23h58? J'espère qu'on aura résolu tous nos problèmes avant le 30 août à 23h58 et pour autant, je pense qu'on va quand même devoir attendre jusqu'à 23h59 pour trouver la dernière trouvaille, pour dévoiler la dernière trouvaille. Mais non, je reviens un petit peu sur ce que dit Hervé, hein, un créateur, quelqu'un qui amène de la percussion, qui peut servir les attaquants. Victor Lobry, il continue de décevoir. Benjamin Bouchoirie, c'est pas vraiment son rôle, hein, il est un peu plus bas sur le terrain généralement. Et pour le reste, on a Dylan Chambaud. Il a toujours un petit peu de mal malheureusement, il retrouve plus le niveau qu'il avait pu avoir à 3 à l'époque quand il était sous les ordres de Laurent Batles. Donc voilà, il nous manque un créateur, un joueur qui sait faire vivre le ballon. C'est vrai que le profil de Ferrat aurait pu être intéressant, c'est un joueur qui connaît bien la France, qui connaît bien le championnat français. Ça veut peut-être dire aussi que les dirigeants réfléchissent aussi à aller dans ce sens-là. Il n'y a pas eu beaucoup de noms, j'ai l'impression, qui sont sortis dans ce profil-là, mais du coup, si ils ont regardé du côté de Ferrat, ça veut peut-être dire qu'eux aussi se rendent compte qu'on manque d'animation, qu'on manque de création dans le jeu. Et voilà, c'est vraiment le poste qu'on a besoin. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, un autre défenseur central pour
pour solidifier tout ça, parce que si on joue toute l'année encore une fois avec 3 axiaux, il va falloir un petit peu de monde pour doubler les potentiels pépins physiques. On l'a vu l'année dernière, ça arrivait quand même régulièrement. Ouais. Oui, avec Briançon qui se blesse pas mal, tout ça, ça c'est sûr. Et les cartons rouges de Briançon aussi. Ouais. Merci beaucoup Clem pour ce gros point mercato. Et puis je te dis à la semaine prochaine du coup, j'imagine qu'on refera un point. Bah oui, exactement, à la semaine prochaine. Et puis vous Comme pouvez toujours. retrouver les articles de Clem sur l'excellent site peuplevert.fr. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Messieurs, dames, je vous propose que l'on passe à la partie suivante de cette émission, qu'on parle un petit peu du prochain match et qu'on évoque un petit peu aussi potentiellement l'avenir de Laurent Batles et de Loïc Perrin. C'est parti. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors, comme vous le voyez affiché à l'écran, nous jouons Quevilly-Rouen, enfin c'est pas affiché à l'écran, mais on va jouer Quevilly-Rouen donc ce samedi à Geoffroy-Guichard. On est actuellement 16e de Ligue 2, Quevilly-Rouen est actuellement 17e de Ligue 2. Enfin, on fait le même début de saison puisqu'on a moins 2 de différence de but et 0 points marqués. Déjà, avant toute chose, je vais vous demander quel serait votre 11 pour la semaine prochaine en prenant en compte l'effectif actuel, évidemment. Et je vais commencer avec toi, Hervé. Alors, l'Arseneur dans les buts, bien évidemment. Ouais. Moi, j'essaierai une défense à 4 avec Petro, Apia sur les côtés. Alors, il y aura des lacunes, on est bien d'accord, mais au vu de toute façon de ce qu'on affiche depuis 2 matchs avec ce système de 3-5-2, voilà. Donc, ouais, Apia et Petro sur les côtés. Une charnière Batubinsika, Briançon. Ok, retour de Briançon. Ouais, retour de Briançon. Ensuite, je mettrai un milieu de terrain avec Bouchouari, Mouefek et quand même mon conduit. Ouais. Et puis après, je laisserai peut-être une dernière chance, entre guillemets, Au duo Wadji Apia. à notre ami. Ouais, Wadji Apia. Wadji Sissoko, pardon. Ouais, Wadji Sissoko, leur dernière chance, c'est un peu abusé, mais pour pas. De toute façon, Sissoko, encore une fois, il faut qu'il joue parce que physiquement, c'est pas en le mettant sur le banc qu'il va se faire la condition. C'est compliqué de mettre Charbonnier à côté de lui, puisqu'on aurait 2 joueurs qui sont un peu dans le dur physiquement. Donc, ouais, garder Wadji, qui lui aussi, on n'en a pas parlé, mais qui continue à se démener, qui lui aussi, je pense, quand il va trouver le chemin des filets, il va nous marquer des buts encore cette saison, quoi. Voilà, donc moi, un 4-4-2, voilà, partir sur des choses peut-être un petit peu plus simples, un peu plus basiques, et puis attendre de peut-être avoir ce fameux piston pour repartir sur un piston gauche d'un côté, Cafaro de l'autre, etc. Mais tant qu'on n'a pas ce joueur-là, il ne faut pas s'entêter. On l'a fait l'année dernière pendant 4 mois avec le fiasco qu'on connaît, donc passer à autre chose, là. Antoine, qu'est-ce que tu ferais, toi, comme composition d'équipe pour la semaine prochaine ? C'est vrai que si on part du principe qu'il y a un piston gauche, je resterai en 3-5-2. Mais bon, comme il n'y a pas de piston gauche, on va repartir sur un 4-4-2 comme disait Hervé. Une charnière à gauche Petro, à droite Apia, l'Arseneur à la cage, oui. Batubinsika et Briançon en charnière. Et au milieu de terrain, j'aimerais bien pouvoir voir un quatuor, pourquoi pas, avec Bouchouari, Mouefek et Fomba, avec Fomba, mon conduit en point de basse. Bref, le dispositif il sera ce qu'il sera, mais les quatre au milieu, et du coup devant la paire Wadji Attends, Sissoko. Bouchouari, Fomba, Mouefek et qui ? Mon conduit. Et mon conduit, ok. Et devant la paire qu'on a depuis le début de la saison, Sissoko Wadji. Je pense que quoi qu'il arrive, on peut pas refaire encore un 3-5-2 bricolé comme c'était le cas face à Rodez, même si je pense que Laurent Batles va nous le ressortir d'une certaine manière.
Il faut que cette paire d'attaquants se trouve. Il faut que cette paire d'attaquants apprenne à jouer ensemble. Il faut aussi que derrière, Mintika et Briançon ils développent une alchimie, parce que ça devrait être eux cette année qui vont être titulaires, que ce soit dans une défense à 3 ou à 5. Ça sera vraiment eux qui sont censés être les deux patrons de la défense. Et pour le reste, Monconduit, on peut l'avoir dans un profil un petit peu plus bas. Le Monconduit et Fomba dans un profil un peu plus bas, avec Mouefek et Bouchouari justement un peu plus haut, qui eux ont cette capacité vraiment à se projeter, à faire des différences balle au pied, et qui sont capables de servir Wadji et Sissoko. Ok. Et puis, tant qu'on est sur le prochain match, j'imagine que vous avez vu passer quelques petites infos des infos. Non, c'est pas vraiment des infos, mais des gens qui prétendent que Romeyer reviendrait un petit peu à la charge, et que notre ami Batles et notre ami Perrin pourraient être en danger en cas de défaite contre Quevilly. Alors déjà, première question, c'est est-ce que vous y croyez au fait qu'ils puissent être en danger en cas de défaite? Et deuxièmement, est-ce que vous pensez que ça pourrait être une bonne solution? Antoine, tu penses quoi de ça? J'ai un peu du mal à comprendre encore cette stratégie de mettre sous pression un coach au bout de seulement 2 journées, alors que le mercato n'est pas terminé. À la rigueur, le directeur sportif Loïc Perrin, oui, il fait pas son travail correctement de directeur sportif. C'est plus à lui qu'il faut mettre la pression, mais de là imputer les responsabilités à Laurent Batles, qui lui fait avec ce qu'il a. Il a sûrement glissé des noms, il a sûrement glissé ses idées. Pour autant, les recrues, c'est pas lui qui les fait, c'est pas lui qui négocie directement, ou qui fait toute la recherche. Il y a un board qui est censé faire ça. Et c'est vrai que Loïc Perrin, depuis qu'il est arrivé à ce poste-là, on se rend compte que c'est pas, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est pas facile. Il nous a vendu les mérites de sa fameuse data. On l'avait pas forcément vu quand on voyait les noms qui circulaient. Là, on a eu le cas de ce latéral marocain qui devrait arriver. On va voir si la data fonctionne aussi bien dans le Forest qu'à Toulouse, parce qu'à Toulouse, ça a plutôt bien réussi cette dernière saison. On va voir chez nous ce que ça donne. Mais oui, je pense que c'est aussi une petite manière de mettre la pression avec Perrin. Je veux dire, il reste 15 jours de mercato, où il n'y a peut-être pas beaucoup de moyens, mais il y a peut-être d'autres coups à aller chercher, des coups à faire, des coups à réaliser. Quand on voit les coups qu'a pu faire Bordeaux en allant chercher quelques profils intéressants qui avaient l'habitude de la Ligue 2, on peut un peu se poser des questions sur nos stratégies de recrutement. Le coup de pression à Perrin, je l'entends, celui à Batles, j'ai un petit peu plus de mal à le comprendre, parce que mettre son coup de pression après 2 journées alors que l'effectif va mal, ça a vraiment aucune logique selon moi. Hervé, t'en penses quoi, toi? Ce qui est sûr, à mon avis, c'est que si l'un saute, l'autre saute avec, puisque pour moi, c'est un peu le duo. On parle beaucoup du triumvirat Perrin, Soukas, Rutsem, mais il faudrait parler de quatuor avec Batles à rajouter, ou alors du duo vraiment Perrin-Batles qui est l'attelage, l'un voulu par l'autre, etc. Après, là où je suis pas tout à fait d'accord avec Antoine sur le fait de la pression sur l'entraîneur en termes de résultats et de rapidité, alors qu'on a joué que 2 matchs, je suis d'accord sur le fait que c'est un peu bidon. Malgré tout, on le voit bien, il a effectivement, il fait avec l'effectif qu'il a à disposition. C'est un effectif qui l'année dernière, on a amputé Crasso et Nkunku, mais sur des grosses périodes où on avait des résultats. Nkunku avait été transparent sur la fin de saison, Crasso avait été sur le banc au début de notre redressement. On avait quand même une équipe qui tenait la route. Aujourd'hui, il n'a plus les joueurs pour jouer dans le même dispositif, et moi c'est l'entêtement sans faille de Batles à vouloir toujours reconduire ce fameux 3-5-2 qui mérite un petit rappel à l'ordre, un petit coup de pression, quoi. Voilà, tu te renies un petit peu sur tes principes, et puis voilà, t'iras chanter Brassens ailleurs, quoi, à mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Bon, voilà, quoi, tu vas mourir avec tes idées ailleurs. Là, t'as pas l'effectif pour jouer dans ton système préférentiel préféré. Adapte-toi, fais avec ce que tu as, justement, mais fais-le mieux, parce que je pense qu'il peut mieux faire. Ouais. Allez, Hervé, je reste avec toi. Un petit prono pour Saint-Quevilly. Un petit prono, 2-0, comme ça c'est clair, net, sans bavure. Premier clean sheet de la saison, même si on prend beaucoup moins slow que la saison passée. Voilà, 2-0. Wadji qui ouvre le compteur sans de but refusé pour hors-jeu ou je ne sais quoi. Et Bouchouari qui, sur la lancée de Rodez, nous tente encore 3-4 frappes. Et là, ça ne sera pas poteau sortant, ça sera filo. Ok, très bien. Je vous laisse donner des pronostics, vous aussi, dans le chat pour le match de samedi. Et je me tourne vers toi, Antoine. Donc 2-0 pour Hervé, notre éternel optimiste. Tu pronostiquerais quoi, toi, pour samedi ?
Moi, je vais partir sur un 1-0 très étriqué, une victoire 1-0 avec un but de Wadji. Un but de Wadji qui fait la différence en seconde période, mais loin de voir du grand football encore, mais une victoire qui nous permet d'avancer un petit peu. Ok, très bien. Qu'est-ce que ça dit dans le chat sur les pronostics, Karl? Alors dans les pronos, il y a un peu de tout. Il y a un Jules qui voit une victoire 2-1 pour Saint-Étienne. Kevin, qu'on salue, qui au contraire lui voit une défaite 2-1. Jo42 qui nous dit match nul 1-1 ou défaite 2-1 défaite 2-1. Défaite 1-2, enfin beaucoup de défaites quand même. Et Céline avec un peu d'optimisme qui nous dit une victoire 1-0 comme Antoine. 3-0 pour moi. KH, 1-0, 0-0. Bon, il y a un peu de tout. Hein. C'est vraiment. Okay. Et Chopin qui nous dit je m'obstine à être optimiste. 2-1 avec un but de Bouchouari. Voilà. Très bien. Bon. On a tous du mal un petit peu à se situer de toute façon. Il est 21h54, il nous reste 6 minutes à passer ensemble. Comme vous le savez, cette saison, le Saint-Étienne Night Club a décidé d'organiser un petit jeu. À chaque fin d'émission, on jouera avec nos chroniqueurs, avec 4 questions. Chaque chroniqueur joue pour une association et à la fin de l'année, le chroniqueur qui aura le plus de points fera gagner un chèque à son association. Et je vais vous demander d'abord, messieurs, pour quelle association vous allez jouer. Hervé, tu joues pour qui, toi? Moi, je joue pour Prisme 21 Loire. C'est une association qui s'occupe d'accompagner et d'aider à l'intégration des personnes atteintes de trisomie 21. Très bien. Et Antoine, pour quelle association est-ce que tu joues? Et moi, je joue pour SOS Méditerranée. C'est une association qui vient en aide aux personnes en détresse, en naufrage dans la Méditerranée, qui sont en détresse dans la Méditerranée, qui veulent notamment rejoindre l'Europe. Ok, très bien. Et ben, messieurs, pour ces associations, on va jouer. J'ai donc 4 questions à vous poser. Attention, préparez-vous dans le chat, vous pouvez jouer avec nous. Le niveau est un petit peu élevé. J'avoue que quand j'ai préparé les questions ce soir, j'ai peut-être été un peu dur, mais on va voir si vous trouvez. Évidemment, Antoine et Hervé, je vous demande de ne pas tricher, de ne pas avoir une fiche Wikipédia ouverte de votre côté. Et pour jouer, c'est très simple. Les 2 premières questions, c'est 2 questions de rapidité. Donc dès que vous avez la réponse, vous dites votre prénom, je m'arrête, je vous donne la parole et ensuite vous donnez votre réponse. Et pour les 2 questions suivantes, ce sera un autre principe. Donc ici, nous allons chercher un joueur passé par l'AS Saint-Étienne. Nous recherchons un joueur à la retraite qui a aujourd'hui 42 ans. Il commence sa carrière en 1999 au Sportivo Pergamino. D'origine croate, il aurait pu participer à la Coupe du Monde en 2006 avec la Croatie, mais il décline pour jouer sous les couleurs de son pays d'origine, l'Argentine. En 2006, toujours, il signe à l'AS Saint-Étienne pour évoluer en tant que milieu offensif ou ailier gauche. De par sa Hervé. grande... Oui, Hervé? Daniel Bilos. Putain, il l'a eu. Oh là là là. Putain, il l'a eu. Bien joué, bien joué, bien joué. De par sa grande taille, 1m94 et ses longs cheveux, il marquera la mémoire du jeune supporter que j'étais, même s'il ne marquera pas l'histoire du club. En effet, après seulement 14 petits matchs, il sera prêté au Club América, mais victime de blessures à répétition. Il connaîtra une fin de carrière prématurée en 2009. Je suis Daniel Bilos. Et bien joué à ceux dans le chat qui l'avaient. Franchement, j'avoue, celle-là, elle était quand même bien compliquée. Bien joué à toi, Hervé. 1 point pour toi. Deuxième joueur, on continue avec un joueur qui a tapé dans l'œil de Arsène Wenger quand il était âgé de seulement 17 ans. Grand espoir, il signera un contrat de 4 ans avec les Gunners. Il ne jouera malheureusement qu'un seul match de Première Ligue avant de partir en prêt du côté de Lille l'année des Invincibles, dont il ne fait donc pas partie. Il rejoint la SSE en 2007 pour former un duo effrayant pour les attaquants aux côtés de Mustapha Bayalsal. En décembre 2007, il figure même dans le trio de tête des Bad Boys de Ligue 1, désigné par 60... Oui, Antoine? Ça serait pas Tavlaridis? Et bien sûr, le grec extraordinaire Efstatios Tavlaridis. J'ai hésité à vous mettre un point bonus si vous arriviez à écrire correctement son prénom, mais je me suis dit que de toute façon, personne ne l'aurait. Pour former un duo effrayant pour les attaquants aux côtés de Mustapha Bayalsal, et il faisait partie donc des 3 bad boys avec Cyril Roll et le bordelais Franck Jurietti. C'est un joueur grec, Efstatios Tavlaridis. Voilà,
un joueur que j'aimais beaucoup personnellement, qui prenait Poète, au moins un poète. carton jaune par match. Véritable poète. Oui, un poète du ballon. Ah, la charnière avec Bayel Sall, je l'avais surkiffé. Ça fait un point partout. Bien joué, messieurs. Troisième question. Donc, on passe à un type de question un peu différente. J'ai envie d'innover. Ce ne sera pas une question de rapidité cette fois, mais une question de précision. Et qui dit précision dit buteur. Romain Hamouma a annoncé récemment sa retraite sportive. L'occasion de lui rendre un petit hommage. Combien de buts a-t-il marqué pour les couleurs vertes ? Vous avez droit à une proposition chacun et le joueur le chroniqueur le plus proche repartira avec le point. Hervé, combien de buts Romain Hamouma a-t-il marqué sous le maillot vert ? Évidemment, tu ne regardes pas le chat et Non, tu je regarde n'ouvres pas. pas une feuille Wikipédia à côté. Non, 36. 36 buts sous le maillot vert. Combien tu dirais, mon cher Antoine ? Ah, j'aurais dit plus, j'aurais dit au moins 50. Au moins 50. Allez, 50. 50 ? Eh bien, c'est Antoine qui marque le point, puisqu'en 10 ans passés sous le maillot vert, Romain Hamouma a marqué 62 buts. Bien joué. Magnifique. Et attention, dernière question. Lors de la saison 1980-1981, l'AS Saint-Étienne termine championne de première division et finaliste de la Coupe de France. Une belle saison, en somme, meilleure que celle de l'année dernière. Michel Platini termine meilleur buteur du club, mais avec combien de buts ? Pareil, le plus proche prend un point. Antoine, combien tu dirais ? Platini, je sais pas, 18 buts. 18 buts pour Michel Platini en 1980-1981. Combien tu dirais en Hervé ? Alors, je voulais dire 18, du coup, je vais dire 21. Tu vas dire 21, et ben c'est toi qui repars avec le point Hervé, puisqu'il a mis Cool. 29 pions quand même pendant la ouais. saison 80-81. Ah ouais. Ouais, c'est belle performance. Et j'avais une petite question. Bon, bah du coup, ça fait 2 partout. Bien joué, messieurs. Et j'avais une dernière petite question bonus que je pose quand même par plaisir, même si elle ne comptera pas. Contre quelle équipe Bafétim Bigomis a-t-il inscrit son premier but en professionnel ? 3. Non, Le Mans. non, Si. non. Alors, c'est hyper dur. Hein. C'était un club de Ligue 2 à l'époque qui aujourd'hui est en National 2. Arles. Non, Il y a quelqu'un qui l'a dans le chat ? Beauvais. Non. Il joue en bleu et jaune. C'est une ville au sud de Paris. Créteil. Créteil, effectivement. C'était contre l'US Créteil-Lusitanos. Lusitanos. Tout à fait. Eh oui. Eh ben bien joué au chat, bien joué à vous messieurs. On va donc se quitter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci Karl de nous avoir accompagnés tout au long de la soirée, de fournir les visuels pour l'émission. Bref, merci Karl pour la personne que tu es, que nous aimons. Merci Antoine, merci Hervé à vous aussi d'avoir été là. On l'aime, mais il est trop grand. Oui, il est grand, mais on l'aime quand même, hein, ce grand chevelu. Merci à vous dans le chat de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous avez écoutés en rediffusion. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Ce sera Kevin à la présentation. Et il sera là pour débriefer la première victoire de la saison contre Quevilly. Allez, bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Salut Cut, salut tous, allez les Verts. Allez les Verts.